Bonjour à tous. On va démarrer du coup. J'ai compté, on est 8 femmes dans la salle. Est-ce que les femmes présentes peuvent applaudir, s'il vous plaît? Bon. Est-ce qu'on peut tous applaudir? Alors, le ton est donné pour votre conférence préférée du jour. Donc moi, je me présente, je suis Alexandra Wattenberg, je suis cofondatrice de Wagmi Trends avec Marina Dato, assise juste devant à côté de la casquette jaune Yacine, qui travaille également chez Wagmi Trends. On a créé un média qui vise à démocratiser les nouveaux enjeux numériques et Web3 pour les gens, donc vraiment un média B2C. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'animer le premier Web3 Lille sur la thématique suivante. Ben voilà, vous la voyez. Donc, et vous l'avez vu dans vos programmes. Comment travailler dans le gaming et Web3 et quelles sont les formations? Donc, pour nous en parler, aujourd'hui, on a de super invités. Il faut que je me fasse aux présentations. Pour commencer, donc, Bilal El Alami. Je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui le connaissent déjà. Alors, qui est, j'ai pris les notes, il y a beaucoup de choses, CEO de Pirates Lab, chairman d'EquiSafe, de Dogami et de la récente Blockchain Business School. On a également Inti Bellassène, qui est CEO et cofondatrice d'Ubiki, Romain Juillet, CEO, n'hésitez pas à... Ah bah non, il y a vos noms au-dessus. Donc CEO de Comet, Samuel Dumas, qui est le fondateur d'Acadie, également consultant en transformation numérique, et Martino Betucci, qui est CEO Play to Enjoy, et également enseignant et entrepreneur évangéliste blockchain. Alors, voilà, j'ai fait les présentations. Maintenant, je vais demander à tous nos invités, s'il vous plaît, à la Steve Jobs, donc pas plus d'1 minute 30, chacun, de nous raconter, s'il vous plaît, qui vous êtes, vos parcours et puis vos sociétés, en 1 minute 30. Et on ne déborde pas. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Inti Bellassène, donc CEO d'Ubiki et cofondatrice. Donc moi je viens du Web 2, j'ai un parcours classique école de commerce. J'ai passé 10 ans dans le conseil Web 2 et recrutement et je me suis lancée dans le Web 3 avec mes associés Michael Amar et Patrick Bunan pour monter une agence 360 HR and Tech Web 3. Voilà, donc on accompagne nos clients et nos talents. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice du Web3 dans le monde des RH. On fait du conseil en stratégie Web3. On construit leurs équipes en presta, en cabinet de recrutement. On a monté un bootcamp en association avec Sandbox, Anyblock et RA2140 pour former les candidats du Web2 Tech sur Solidity. Et on réalise des projets Web3 basés sur la blockchain clé en main. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Bilal El Alami. Je suis entrepreneur depuis environ 6 ans dans l'écosystème blockchain, Web3, crypto. J'ai commencé historiquement en créant une première société qui s'appelait EquiSafe, qui est une fintech, qui est un outil de reporting financier pour des fonds d'investissement. Et puis après, je voulais à la fois avoir une casquette d'entrepreneur et d'investisseur. Et j'ai monté Pirates Lab avec l'ambition d'en faire un startup studio, un accélérateur, pour à la fois pouvoir développer nos propres projets comme Dogami, mais également accélérer des projets extérieurs comme Billy, je crois qu'il fait le ticketing. Associé à Pirates Lab, on a lancé en début d'année une école qui s'appelle la Blockchain Business School, qui a vocation à délivrer différents cursus de formation, des bootcamps de 3 mois, des masters en alternance à partir de septembre. Et on a senti que c'était intéressant à faire parce qu'on a 3-4 boîtes dans notre portefeuille qui ont recruté plus de 150 personnes. Et du coup, on a dû soutenir une croissance. Et soutenir une croissance, ça passe aussi par recruter des talents. Et c'était très difficile de les trouver. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent. Et l'objectif était de créer une école pour standardiser un petit peu l'écosystème et avoir un vivier de talents à la fois qui pourrait rejoindre l'écosystème, mais aussi qui pourrait entreprendre dans l'écosystème de Pirates. Voilà. Merci de l'invitation. Bon, salut à tous, merci aussi de m'inviter, hein. C'est cool d'être là. Donc, moi, c'est Martino Betucci, je suis italien, j'ai fondé Play to Enjoy l'année dernière. Je suis un enseignant universitaire, j'enseigne technologie et la blockchain en particulier depuis 2017 dans 7 universités de France. Et l'année dernière, j'ai décidé de lancer Play to Enjoy, donc, qui est une société qui accompagne les étudiants, les jeunes talents et les créateurs
On les accompagne donc à s'élancer dans les Web3, à travailler leur approche au marché, comment être pertinent et surtout, avec un petit twist, d'où l'intérêt d'être là, c'est les divertissements, la gamification, les jeux vidéo. Donc voilà. Bonjour à tous, je suis Samuel Dumas, donc le cofondateur d'Acadie Blockchain Academy. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grandes agences de communication. J'étais chef de projet digital. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on a créé ce centre de formation, donc, qui est certifié Calliope, éligible au financement, et qui permet la montée en compétences de développeurs. Donc on s'adresse à des gens qui sont déjà développeurs JavaScript pour apprendre le Solidity et surtout les accompagner dans leur reconversion professionnelle dans cet écosystème Web3. À côté, on a une collection NFT à vocation sociale et solidaire. Et donc, on a vocation à démocratiser le Web3 dans la vie de tous les jours pour rendre service et d'avoir une forme d'impact positive au-delà de la pure spéculation. Bonjour à tous. Donc Romain Juillet, je suis DG de Comet et sur mon parcours, donc j'avais créé il y a 10 ans une société de services informatiques que j'ai revendue récemment. Et j'ai intégré Comet il y a 3 mois, sachant que Comet ça a été créé il y a 2 ans et demi par Jérôme de Tichet, qui est le fondateur d'Ethereum France. On est 37 aujourd'hui, on a une grosse ambition et donc je suis venu pour aider à scaler dans de bonnes conditions. Donc Comet, je ne sais pas si vous connaissez, on a démarré par un jeu vidéo, un jeu de cartes de type TCG, ça a plutôt pas mal marché. Aujourd'hui, on développe des modules, des briques techniques pour aider à onboarder plus de jeux ou d'autres applications sur la blockchain. Voilà. Bon, merci à tous pour cette introduction. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on est là pour parler Web3. Le Web3 qui, au-delà d'un mouvement de early adopters, embarque avec lui de nouvelles perspectives sociales, économiques, géopolitiques, monétaires évidemment, et de formation. L'éducation numérique et a fortiori les nouvelles tendances technologiques portées par le Web3 paraissent encore obscures. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de néophytes, plutôt de early adopters dans cette salle. Néanmoins, l'idée, c'est justement de parler d'ouvrir ces chakras à tous les aspects de la formation. Il y a donc un vrai enjeu de formation pour suivre ces évolutions technologiques, prendre le train en marche de la plupart de ces métiers qui sont tous en pleine mutation, transformation numérique. L'idée, évidemment, étant de ne pas rester sur la touche. Alors, comment travailler dans le Web3 et ses différentes industries? Quelles sont les formations existantes pour nous acculturer, et ce, quel que soit notre âge, notre trajectoire professionnelle et nos parcours de vie. Et pour nous en parler plus concrètement, on va donc échanger avec tous ces experts issus du Web 2, du Web 3, du gaming et de la formation. Et on va commencer tout de suite avec toi, Inti. Tu as un micro? Alors, Inti, d'un point de vue recrutement, qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport aux dernières évolutions numériques? Les dernières évolutions numériques ont considérablement changé le paysage du recrutement en introduisant plusieurs méthodes et leviers qui permettent d'accélérer les processus et de gagner en efficacité. Je pense à 4 leviers: l'intelligence artificielle, la gamification, le big data et également les chatbots. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on observe plusieurs entreprises qui gagnent en efficacité, en temps et en argent en utilisant de l'intelligence artificielle pour organiser des processus de recrutement et notamment, grâce à des critères qui sont prédéfinis, interagir avec des candidats en présélectionnant des CV basés sur une expertise donnée et donc même organiser des tests de compétences, organiser des premiers entretiens et les mettre dans les plannings des opérationnels. Donc c'est un gain de temps énorme aujourd'hui pour les opérationnels et pour les entreprises, et d'argent aussi. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle dans le recrutement comporte aussi un risque, puisque dans le qui dit recrutement, on dit être humain au bout du processus. Et donc, si l'intelligence artificielle se base sur des données qui ne sont pas préalablement vérifiées, on peut avoir des problématiques parfois dans certains cas. Par exemple, si une intelligence artificielle se base sur des données historiques qui disent que des candidats masculins ont plus de succès sur un poste, l'intelligence artificielle va donner un avantage injuste
aux candidats masculins pour un poste défini. Et donc, c'est discriminatoire aujourd'hui. Donc, pour éviter ce genre de problématique, il faut vérifier les données de l'intelligence artificielle qu'on utilise au sein d'une entreprise. C'est très important. Le deuxième levier, donc les chatbots. Les chatbots permettent d'interagir avec des candidats et donc comme l'intelligence artificielle, mais les chatbots ne sont pas forcément une intelligence artificielle, permettent en fait de créer, de développer des scénarios qui interagissent en fait avec des candidats et donc qui permettent de gagner du temps aussi, notamment sur LinkedIn, où on va pouvoir prédéfinir à l'avance des critères de sélection qui vont déterminer l'expérience, la technologie recherchée, la zone géographique par exemple, et donc obtenir un premier filtre de sélection pour des candidats. Le troisième levier, la gamification. Donc aujourd'hui, on sait que dans beaucoup d'entreprises, les entretiens se font de manière classique. Donc planification d'entretien, on trouve un bureau de libre à l'arrache. Il faut trouver du temps dans le planning des opérationnels. Parfois, ça se fait pas forcément très bien. Et puis les candidats sont dans des environnements et des conditions classiques d'entretien. La gamification permet de mettre le candidat, en tout cas la gamification dans le recrutement, permet de mettre le candidat dans une mise en situation virtuelle qui va venir supprimer certains aspects négatifs du recrutement, notamment l'effet de halo qui disparaît totalement dans un game puisque le candidat est dans une immersion virtuelle et qui va pouvoir en fait être évalué sur ses soft skills, donc la manière dont il réagit en situation dans le jeu. La deuxième chose, c'est la volonté des candidats en entretien de toujours donner la bonne réponse aux recruteurs, de toujours vouloir bien répondre, bien se comporter. Dans une mise en situation virtuelle, dans un jeu, dans la jungle, dans le désert ou dans l'océan, il n'y a pas de limite à ces situations, à part l'imagination du recruteur. Le candidat va se comporter naturellement, même s'il va quand même avoir un cadre professionnel, il va pouvoir montrer réellement à l'employeur sa capacité à gérer son stress, par exemple, sa priorisation et plein d'autres facultés qu'on ne montre pas forcément et qui ne sont pas forcément visibles en entretien classique dans un bureau. La troisième chose, c'est l'effet cobaye. Un candidat se sent jugé dans un entretien en face de 2-3 recruteurs. Il se sent observé et donc le stress peut fortement altérer son comportement. Donc toutes ces mises en situation à travers la gamification permettent aussi de supprimer tous ces effets négatifs. Donc la gamification, c'est un moyen digital d'évaluer les candidats sur les soft skills, encore un anglicisme, qui sont difficilement évaluables en entretien classique qu'on voit aujourd'hui encore beaucoup trop dans les entreprises. Merci Inti. On poursuit avec toi, Samuel. On repart un petit peu plus haut dans le funnel. En quoi le Web 3 fait-il, selon toi, évoluer les métiers ? Oui, effectivement, le Web 3 change beaucoup de choses dans les métiers. Déjà, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas encore il y a 5 ans. Donc, voilà, l'effet Schumpeter, hein, le chaos permanent où des métiers disparaissent et d'autres apparaissent. Moi, je dis, je suis un prof de surf, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tsunami qui nous arrive dessus, autant savoir surfer cette vague et de proposer les métiers qui sont le plus recherchés aujourd'hui. Ce matin, je tapais sur Indeed Blockchain, il y avait plus de 1000 postes en attente. Donc, il manque de gens formés pour ces sujets-là, parce qu'en fait, les métiers n'existaient pas, ou les gens dans le cursus universitaire assez classique n'ont pas l'idée de se dire, il y a quelqu'un qui venait me voir tout à l'heure et dit, c'est quoi un développeur blockchain, c'est quoi la différence avec un vrai développeur? Donc en fait, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent, auditeur de smart contract. Je pense que c'est un gros métier aussi qui est forcément nécessaire, mais qui n'a pas forcément de formation qui existe sur ça. Donc déjà, les nouveaux métiers. Et puis aussi la façon dont on va travailler à distance. Donc d'avoir aussi la possibilité, vu qu'on fait du code, on peut être n'importe où sur la planète. Et le remote, ça devient la tendance depuis le Covid aussi. C'est des arguments aussi de recrutement pour les recruteurs, de proposer ces métiers et d'aller débaucher aussi les meilleurs talents où qui se trouvent sur la planète. Donc en fait, on se retrouve tous en compétition avec des gens dans le monde entier. D'où la nécessité de se former correctement. Et puis le troisième aspect, c'est la rémunération.
C'est-à-dire qu'aussi, on peut être rémunéré sous forme de token. Donc ce Web3, il apporte aussi cette forme de rémunération et de pouvoir rentrer en early dans un projet, d'avoir une partie payée en euros, on va dire assez classique, et une partie, on va dire complémentaire, payée en token, et de participer au succès. On y croit, hein, si on travaille dedans, c'est quand même pas mal. Et d'avoir des tokens qui valent pas grand-chose au début et de participer à cette croissance-là et d'avoir une forme de rémunération différente liée à ces tokens qu'on a pu avoir au départ. Martino, à ton avis, quels impacts ont les nouvelles technologies dans les parcours de formation? Alors, en fait, les technologies, là, j'aurais envie de rebondir sur ce qu'elle a dit Inti. On parle justement d'intelligence artificielle, sur laquelle nous, on a pas mal fait des pivots à un moment donné. On expérimente avec ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'écoles qui ont essayé d'interdire les intelligences artificielles parce que les étudiants ils s'y intéressent pour faire le travail à leur place. Moi, je pense que les intelligences artificielles, c'est une façon d'augmenter nos capacités. D'ailleurs, on expérimente avec ça. On fait des expériences avec certaines des universités à lesquelles on enseigne. Et on a développé des modules dont l'IA est au service du prof. Et ça, c'est vraiment intéressant. À l'occasion, nous, on travaille sur un sujet qui est donc une IA qui ne vous donne pas la réponse. Il vous donne les ressources pour vous former et vous donne des indices pour y parvenir vous-même. Donc, en étant littéralement une sorte de professeur IA. Et on s'est rendu compte que ça a énormément de choses positives de faire ça. Notamment, on se retrouve déjà, en tant qu'enseignant, on le voit bien, quand on a une grande classe, c'est difficile d'avoir un suivi personnalisé. Certains les élèves passent le temps à attendre leur tour d'être accompagnés. Là, en fait, en passant en fait, comme une couche intermédiaire dans laquelle les profs et les créateurs de contenu utilisent l'IA comme couche intermédiaire pour transmettre son savoir de façon à que ce soit en aide aux élèves au lieu en remplacement de leur connaissance, c'est carrément un nouveau métier qui est en train de se dessiner et qui est tout à fait possible. Et puis, on a une abstraction de dingue avec ça, parce que, imaginez, en fait, on peut faire une base de connaissances et puis on peut entraîner des IA qui vont s'adapter, par exemple, à différents langages, à différentes formes d'handicap. Donc, en fait, ça améliore l'accessibilité, ça améliore la permissibilité, ça rend l'apprentissage temps réel, personnalisé. Là, par exemple, dans nos modèles de tests qu'on est en train de faire, on a les élèves qui sont particulièrement avancés peuvent demander à notre système d'assistance de leur créer des exercices, de créer sur mesure et de les faire corriger sur mesure sur les sujets qu'ils ont moins compris. Et l'IA, en fait, leur répondre avec les sujets qu'ils devraient revoir pour aller plus loin. Au lieu de « fais-moi les codes pour faire ça », il lui dit « pour y arriver, tu devrais étudier ça, ça et ça et ça et ça ». Donc, si on commence en fait à utiliser l'IA, pas pour nous remplacer, mais pour nous augmenter, le potentiel, il est énorme. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci Martino. On va continuer en parlant e-sport. Justement, je vais vous donner quelques datas, puisque la France veut devenir le leader européen de l'e-sport à horizon 2025. Donc, je vous donne ces datas. Il y aurait plus de 3,2 milliards de joueurs estimés selon DFC Intelligence, ce qui représente un peu plus de 40% de la population mondiale. Et en 2022, le marché de l'e-sport a pesé plus d'1,3 milliard de dollars. Et selon Statista, il pourrait frôler les 3 milliards de dollars d'ici 2025. Bref, en pleine évolution numérique, les synergies Web3 gaming e-sport sont extrêmement intéressantes à étudier. Et l'industrie du gaming, on le sait, est particulièrement mature sur ces sujets justement d'évolution technologique. Donc pour nous éclairer sur ces aspects et ces enjeux Web3 gaming, on continue avec toi, Romain, avec cette question. En quoi le Web3 bouleverse-t-il l'industrie du gaming ? Alors, c'est une bonne question. En fait, j'aimerais repartir de la base. Le Web3, le principe, c'est la décentralisation. Donc, l'idée, c'est que les données, les applications ne sont pas possédées par quelqu'un, une société ou un serveur centralisé. Et ça, c'est hyper important. Et je dirais que le premier intérêt, c'est la transparence. Si, par exemple, on prend un jeu vidéo, on est en capacité de savoir combien de joueurs jouent au jeu vidéo, combien il y a d'objets dans le jeu, peut-être l'historique de prix sur les objets. Donc c'est beaucoup plus juste pour les joueurs. Et si je peux donner un exemple concret, par exemple si on pense à un coffre avec des récompenses aléatoires, on est en capacité de savoir comment vont être répartis les objets. Donc on sait si c'est juste ou pas. Pour donner un autre exemple, si l'éditeur veut changer une règle, les joueurs seront tenus au courant. Donc en fait, ça permet de rétablir, je dirais, un juste équilibre entre l'éditeur de jeu et les joueurs.
Un autre aspect qui est hyper important, c'est le fait de pouvoir posséder ces assets. Donc je pense que ça, tout le monde l'a compris. C'est vrai que si par exemple on prend un jeu Web 2, quand on passe des heures à jouer à un jeu vidéo, je ne sais pas, des heures ou des centaines d'heures, hein, peut-être qu'il y en a dans la salle, on gagne, je ne sais pas, des objets, des skins, une monnaie virtuelle. C'est assez frustrant quand on arrête le jeu de tout perdre, parce qu'on ne possède pas effectivement ces objets. L'intérêt du Web3, c'est que ces objets, on les obtient sous forme de NFT ou de token, c'est sur la blockchain, ça nous appartient vraiment. Et ça, c'est une vraie différence. C'est-à-dire qu'avec ces objets, je peux en faire ce que je veux, je peux les revendre, je peux les échanger, je peux en acheter, etc. Donc vraiment, j'ai le pouvoir par rapport à ça. Un autre aspect qui est important, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai acquis un NFT, potentiellement, je peux l'utiliser dans plusieurs jeux. Donc là, on l'a vu, nous, par exemple, chez Comet, je connais assez bien, on a sorti un premier jeu avec un NFT sous forme de vaisseau, et ce fameux vaisseau, on pouvait l'utiliser pour le deuxième jeu. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le temps et l'argent qu'on a passé sur un jeu peut nous resservir. Et je dirais que le dernier point, c'est vraiment le fait de pouvoir rétablir le pouvoir. On a vu beaucoup de jeux Web3 où on a mis en place des DAO, donc des organisations autonomes décentralisées, où les joueurs peuvent influer sur les évolutions du jeu. Et ça, c'est hyper important, et les joueurs peuvent obtenir des récompenses quand ils sont impliqués sur le jeu. Donc l'idée, c'est que ça permet, le Web3, de créer des communautés beaucoup plus engagées et beaucoup plus fortes que dans le Web 2. Donc si je devais résumer un petit peu une petite réponse à la question, je dirais que le principal intérêt, c'est de pouvoir replacer le joueur au centre de l'expérience et de pouvoir lui proposer une monétisation beaucoup plus juste. Donc oui, il y a un potentiel assez exceptionnel du Web3 dans le monde des jeux vidéo. Merci. Vous avez 4 heures pour répondre à cette question. On continue, Bilal. Alors, deux questions en une. Selon toi, quelles sont les compétences clés qui sont nécessaires pour travailler dans l'industrie du gaming Web3 ? Et quelle formation recommanderais-tu pour justement acquérir ces compétences ? Alors, plusieurs choses. Déjà, le Web3, je ne le définirais pas comme une industrie en elle-même. Le Web3, pour moi, c'est... il y a une technologie sous-jacente, la blockchain, mais il y a surtout une nouvelle manière de faire. Il y a une nouvelle manière de faire technique, où l'architecture des bases de données, elle est différente. Il y a une nouvelle manière de marketer les projets ou de gérer les communautés. Il y a une nouvelle manière d'un point de vue utilisateur, d'interagir avec l'application et de posséder ou non ces données, que ce soit des actifs de jeu ou autres. Du coup, partant de ce principe-là, de notre côté, en tout cas à la Blockchain Business School, on n'a pas la thèse de dire que le Web3 crée vraiment des nouveaux emplois. Développeur Solidity, pour moi, ce n'est pas vraiment un emploi, c'est plutôt une spécialisation de l'emploi de développeur. Les développeurs, ils sont habitués à changer de techno, à expérimenter différentes choses, à faire de la veille et toujours se mettre à jour des technos les plus innovantes et les plus performantes. Donc, maintenant, à partir de là, il y a les emplois qui sont purement liés aux jeux vidéo, typiquement un economic game developer, un game developer, un Unity developer. Et puis, il y a les emplois qui sont connexes à ça, typiquement faire du marketing. Je pense que dans tous les cas, il faut comprendre la transversalité qu'apporte la blockchain et le jargon, les différentes technos, les différents outils qu'on peut utiliser et s'approprier. Mais en soi, quand on veut créer un jeu vidéo Web3, on n'a pas besoin que 100% de la team vienne de la blockchain ou soit formée à la blockchain. Pour moi, il y a quand même deux profils qui sont assez critiques, qui doivent avoir une connaissance profonde de la blockchain et de ses économies. Le premier, c'est celui qui va s'occuper de faire l'intégration avec le jeu et la blockchain. Il y a quand même des enjeux à la fois techniques et de sécurité qui sont non négligeables. Et à la fois ce qu'on appelle le rôle de economic game designer. Alors un economic game designer, c'est quelqu'un qui est censé équilibrer le jeu, c'est-à-dire faire en sorte que si tu payes, tu n'aies pas un avantage démentiel par rapport à des gens qui ne payent pas. Que si tu joues, que ton temps de jeu soit indexé sur la valeur que tu crées. Et en fait, avant, les jeux vidéo étaient des systèmes isolés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, comme le disait Romain, grâce au Web3, il y a l'interopérabilité, donc on peut bouger des actifs d'un jeu à l'autre. Dans les jeux Web 2, on ne pouvait pas vraiment le faire. Donc on est dans un système isolé, le jeu en lui-même, et donc c'est plus facile d'équilibrer un système dans un système isolé que dans un système ouvert
comme la blockchain où les tokens, les NFT, les actifs du jeu peuvent sortir, la monnaie du jeu peut sortir. Et je dirais que c'est surtout là où il faut avoir une certaine compétence. Après, évidemment, que ce soit en marketing ou même dans les gens qui travaillent avec ces deux typologies de profils, évidemment qu'il est toujours bon d'avoir une certaine, comme je le disais, une certaine transversalité, connaissance de l'écosystème, à la fois un petit peu technique, à la fois la manière dont les communautés se gèrent. Donc voilà, le Web3, c'est surtout une surcouche. Et vous pouvez venir l'apprendre à la Blockchain Business School si vous voulez. Inti, on va prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. En quoi le Web3, selon toi, peut-il devenir un Eldorado professionnel? Et justement, à ton avis, comment on peut se former? Bilal en a un peu parlé, hormis la Business School. On sait aujourd'hui que le Web3 représente la nouvelle étape de l'Internet basée sur un réseau décentralisé et inscrit sur la blockchain. Et donc à partir de là, quand on comprend cette phrase, on peut imaginer que le Web3 peut représenter un nouvel Eldorado professionnel parce qu'il y a d'innombrables opportunités qui naissent à travers cette nouvelle ère. La première que je décèle, c'est les nouvelles opportunités de job. Étant donné que le Web3 n'est pas là pour remplacer le Web2 et qu'il est basé sur la blockchain, comme l'a dit Bilal et mes autres partenaires, aujourd'hui, on a des profils qui sont des talents, qui ont des compétences sur des technologies Java, JavaScript, C++, Python, qui ont une base, et il leur suffit en fait de monter en compétences à travers des écoles comme BBS ou des bootcamps comme Metaserve pour passer le pont du Web 2 au Web 3. Et donc, il y a de nouveaux jobs qui voient le jour aujourd'hui basés sur la blockchain. Et donc, ça, c'est une première opportunité pour les talents sur le marché. La deuxième opportunité, c'est l'opportunité de créer de nouveaux projets. Des applications décentralisées qu'on appelle DApp voient le jour. Il y a d'innombrables projets qu'on peut imaginer aujourd'hui basés sur la blockchain avec une nouvelle expérience utilisateur et donc de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs. Qui dit blockchain dit liaison aussi étroite avec les crypto-monnaies. Donc il y a pas mal d'opportunités liées aux crypto-monnaies, notamment pour les recruteurs, les employeurs. Aujourd'hui, on a la possibilité de proposer à nos employés une rémunération en crypto et de permettre aussi aux salariés de voir leur salaire prendre de la valeur. Donc ça, évidemment, c'est lié au bon vouloir du salarié. Ça permet aussi de créer de nouvelles opportunités aux intervenants, aux différents professionnels sur le marché du travail. Une autre opportunité qu'on observe aussi sur le marché du travail, c'est la suppression des intermédiaires. La blockchain permet aussi une meilleure transparence entre les acteurs du marché. Et donc, avec cette suppression des intermédiaires, on a un gain de temps énorme entre parfois les relations fournisseurs-clients et autres. Et donc, ça permet du coup une meilleure fluidité entre les échanges des différents acteurs. Voilà. Et la dernière, c'est la partie, le traitement des données perso. Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent, grâce à la blockchain, avoir une meilleure sécurisation de leurs données et contrôler cet accès aussi, puisque la donnée leur appartient, entre guillemets. Samuel, au vu de ton expérience de formateur, en quoi le Web3 bouleverse-t-il les canaux traditionnels de formation? Oui, là c'est plutôt une évolution qu'une révolution. En fait, on va chercher sur la formation assez classique, surtout quand on va chercher du financement via du CPF, du Pôle emploi. Il faut qu'on respecte des règles très administratives. Il y a du Calliope, il y a des dépôts de dossiers, il y a des choses très de paperasse administrative. Mais en même temps, derrière, donc, comment va se former le stagiaire, c'est plutôt dans cette partie-là que le Web3 apporte des évolutions, où on a déjà la plateforme de codage et la façon dont on va proposer, dispenser la formation. Donc, je parlais tout à l'heure du remote. Nous, on fait des formations sur Discord. Donc, on utilise Discord pour créer des salons. Les stagiaires vont s'entraider les uns les autres. On a de la visio avec le formateur pour qu'ils puissent suivre les cours dans n'importe quel endroit. L'accessibilité aussi, liée à des différentes formes de handicap. C'est tout à fait possible aussi d'améliorer ces expériences pour ce type de population. Et puis aussi les plateformes de développement. Donc, la plateforme, il y a Remix
Netflix, que certains connaissent pas mal, mais il y a aussi, nous on travaille avec Neonidium, qui est donc une société qui nous fournit des plateformes de code pour justement faciliter l'accessibilité, d'éviter d'installer des librairies, des machines virtuelles, donc de faciliter aussi la façon dont on va accéder, on va pouvoir commencer à faire sa première ligne de code, qui est quand même assez complexe dans ces univers-là. Merci Samuel. Martino, tu as un prisme universitaire aussi à ta casquette d'entrepreneur. À ton avis, quel espace reste-t-il encore pour l'auto-formation en France, dans un contexte où il semblerait que les universités, les parcours traditionnels soient privilégiés? Alors, effectivement, on peut le constater, en France, on adore les diplômes, on adore les certifications, on adore tout ce qui est officiel. Et dans un certain sens, c'est bien, parce que le fait qu'on aille dans cette direction-là, ça va favoriser donc l'arrivée des acteurs actifs, parce que, ok, on est tous un peu révolutionnaires sous les bords, j'aurais envie de dire, mais les actifs, ceux qui, il n'y a pas que des créateurs, il y a aussi des personnes qui souhaitent travailler pour les autres. Et on sait que la population qui génère de l'emploi sont plus, disons, de la génération précédente, et du coup, ils sont plus sensibles à ces genres de certification. Donc, ça va favoriser l'adoption et l'acceptation de la part de la masse active, celle qui génère de l'emploi. En revanche, on le sait par expérience, en particulier, moi je le sais par expérience, lorsqu'on fait une formation officielle, on est contraint par les besoins d'une classe commune. C'est-à-dire en fait qu'on est obligé d'avoir tu dois le savoir aussi par expérience, on est obligé en fait d'avoir une présentation qui soit suffisamment accessible pour pouvoir prendre un maximum d'élèves, et en même temps, il faut que ce soit suffisamment avancé pour que ce soit intéressé. Dans les deux cas, on va avoir un peu de perte dans l'un et dans l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ma carrière, j'ai formé plus de 300 ingénieurs, et ceux que j'ai vu vraiment réussir, c'est ceux en fait qui finalement, une fois qu'ils ont les bases apprises à leur école, qui donc ils apprennent les travails d'équipe, ils travaillent ordonnés, le fait d'avoir des objectifs donnés par quelqu'un d'autre, parce que enfin, l'école sert aussi à ça, à être formé un peu pour travailler pour les autres, pas que pour soi. Et ceux qui font de l'auto-formation par derrière, qui vont plus loin, qui vont chercher au-delà de ce qu'en fait un centre de formation pour un simple besoin des masses. Il y a tellement de gens qu'on doit s'adapter à tout le monde, et lorsqu'on s'adapte à tout le monde, ça devient difficile d'être spécifique. Ceux qui vont chercher cette spécificité, voilà, et qui vont la chercher en fait de leurs propres moyens, et ce sont en fait qui vont les plus loin et qui finalement passent les caps et qui se démarquent. Donc à quoi ça sert? Si l'auto-formation dans la blockchain au début était la genèse, c'est-à-dire en fait il n'y avait pas de gens qui disaient moi je fais un diplôme de blockchain, comme par exemple Bilal il va commencer à proposer, c'est une super initiative. On était forcément auto-formés au début. Aujourd'hui, l'auto-formation, c'est ce qui va faire la différence de ceux qui non seulement ils ont réussi à faire un parcours standard et ils l'ont fini, et ils ont prouvé qu'ils ont été capables d'aller jusqu'au bout. L'auto-formation, c'est ce qui va faire la différence à ceux qui disent « ça ne m'a pas suffi, je veux plus ». C'est fini. Si je peux compléter ce que dit Martino, effectivement, nous, en fait, on le voit, puis bon, je suis content d'un stagiaire dans la classe, dans la salle aujourd'hui, c'est que en fait, finalement, c'est d'aller plus loin que le cours, par l'auto-formation. Et donc, nous, on a des membres du jury qui viennent là aussi un peu pour faire leur marché, pour recruter derrière, d'être aux premières loges pour les meilleurs éléments. Et les meilleurs éléments, c'est ceux qui sont allés. Là, on avait donc le stagiaire Thomas qui a fait une plateforme de stacking alors que ce n'était pas demandé dans l'exercice. Mais c'est ça qui a tapé dans l'œil et il a eu sa mission le lendemain, je crois. Donc, c'est des choses où on va plus loin que le cours, qui est un peu le tronc commun, finalement, le liant de base. Et derrière l'auto-formation, et d'aller vers des choses qui vont plus loin, vont permettre de se différencier et trouver plus facilement un métier. Donc, Thomas a son CDI aujourd'hui, c'est officiel. J'ai pas de commission dessus. Ok, bon, je rigole toute seule, c'est pas grave. Alors Bilal, on va parler défis maintenant. Quelles sont les opportunités et les défis pour les devs de jeux vidéo et plus globalement pour les devs qui travaillent avec la techno Web3, et comment peuvent-ils maximiser leurs chances de réussite dans ce domaine? La question.
sais pas quoi répondre, du coup, je vais rebondir à la question d'avant. Là, tu charries, là. Non, un petit peu. Non, mais je veux vraiment rebondir sur ce que disait Martino, et en fait, c'est aussi ce que j'ai oublié de dire dans ma première réponse, c'est que, ouais, en effet, la théorie, c'est cool, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à faire des hackathons, à tenter des projets entre vous. Et en fait, j'ai envie de dire, tant que vous n'avez pas failé 50 projets, ne pensez même pas qu'un projet va réussir. Donc dépêchez-vous de failer des projets. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Et c'est aussi l'ADN qu'on a voulu mettre à la Blockchain Business School, c'est-à-dire quelque chose de très pratique. Et on a notre parcours théorique qui est jalonné en fait de masterclass toutes les semaines avec des experts de l'industrie qui vont venir expliquer des thématiques très précises. Donc dans le jeu vidéo, par exemple, la semaine dernière, on a eu Sébastien Borgé. La semaine prochaine, il me semble que c'est Nicolas Poire d'Ubisoft qui va venir expliquer à nos étudiants quelle est l'organisation nécessaire à un studio de jeux vidéo. Qui est-ce qu'on recrute quand on veut créer un jeu vidéo. Donc vraiment, rester dans la pratique et ne pas hésiter à aller chercher l'information. Du coup, j'ai oublié ta question. Ta question. Donc, c'est les opportunités et les défis pour les devs de jeux vidéo et devs plus globalement. Les opportunités et les défis. Premièrement, ayez l'humilité de toujours vous remettre en question, parce que créer une application grand public, c'est vraiment excessivement complexe. Ça nécessite énormément de personnes qui collaborent. Donc ce n'est pas avec des connaissances superficielles que vous arriverez à créer vraiment de la valeur. Je ne sais pas trop quoi répondre de plus. Ton temps est passé. Bon, en tout cas, formez-vous, faites des hackathons et voilà. Romain, on va conclure avec toi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans le gaming à la sauce Web3 et plus globalement dans le Web3, toute industrie confondue? Alors, je vais reprendre ce qui a été dit juste avant, mais en fait, c'est vraiment le meilleur conseil, c'est formez-vous. Alors oui, il y a les écoles, c'est un vrai plus, mais il faut s'auto-former, il faut savoir ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que les crypto-monnaies, ce que c'est qu'un wallet, ce que c'est qu'une transaction, le concept de clé publique, clé privée. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut se former. Il y a aussi beaucoup de ressources gratuites sur Internet. Quand on parle d'emploi, on ne parle pas que d'emploi de développeurs. Ça peut être des personnes pour du marketing, pour du RH ou autre. Nous, on a pas mal de postes différents. Mais quand on entre dans une entreprise Web3, il faut connaître le Web3. C'est vraiment hyper important. Si je rebondis sur le gaming spécifiquement, faut connaître aussi, si on est développeur, les différents moteurs de jeux vidéo. Il y a Unreal Engine que vous devez connaître, il y a Unity, il y en a d'autres. Faut les connaître, faut s'y intéresser, savoir comment est-ce qu'on les intègre sur la blockchain. Il faut aussi regarder, il y a des acteurs du Web3 qui créent justement des produits ou des outils qui facilitent l'onboarding de jeux sur la blockchain. Donc ça, faut se renseigner sur tout ça. Le deuxième point, et ça a été mentionné, mais c'est important, il faut faire soi-même. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas juste en regardant une vidéo. Il faut se créer un wallet, il faut utiliser plusieurs blockchains, il faut faire des vraies transactions, il faut jouer à des jeux. Alors moi, je ne les connais pas tous, je connais plus Comet, c'est sûr, mais il y a beaucoup de modules, par exemple sur Comet, de location de vaisseaux, des modules de crafting, des modules, il y a une marketplace, on peut acheter, vendre des NFT, des modules où on peut swapper des crypto-monnaies. C'est important de faire pour comprendre. C'est-à-dire que si on ne fait pas, la théorie, ça rentre, ça sort. Et je dirais, pour aller un petit peu plus loin, même si on n'est pas développeur, il y a des modules, des tutos où on peut apprendre à faire son premier smart contract sur Internet avec Remix et puis de Crypto Zombie, etc. Faites-le, même si vous n'êtes pas développeur, en fait, vous allez comprendre le principe. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est connaître l'environnement. C'est-à-dire que si vous voulez travailler dans le gaming et le Web3, il faut connaître les principaux jeux, donc ceux qui ont la communauté la plus active. Donc renseignez-vous, connaissez-les, connaissez un petit peu les tokenomics, donc comment ça marche au niveau de l'économie du jeu. C'est hyper important et ce sera un vrai plus quand vous serez en entretien. Ce sera un vrai atout pour vous pour être recruté ou alors pour le présenter à des clients potentiels si vous êtes freelance par exemple. Et voilà, en vrai, ce qu'il faut, c'est se tenir informé. Donc ça, vous le faites aujourd'hui. Je le redis, mais ça change extrêmement vite dans ce domaine. Donc, tenez-vous informés, regardez des blogs, abonnez-vous à des médias sociaux, participez à des conférences comme aujourd'hui. Donc, c'est top. Participez. Donc, ça, c'est un mot-clé qui est important. Il y a beaucoup de meet-up un peu partout. Il y a des communautés Web3 dans chaque ville. Rencontrer du monde. Et en fait, c'est en discutant avec les gens, on se crée un réseau, on apprend.
Et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner si vous souhaitez intégrer le monde du Web3 et du gaming globalement. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faut avoir un état d'esprit aussi, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, on a une visibilité, mais qui est peut-être à 3 mois, 6 mois maximum. C'est compliqué, ça change hyper vite. Donc en fait, il faut avoir un état d'esprit, on va se former en permanence. C'est-à-dire que même si on est dans le Web3 depuis des années, il faut se dire, je dois me former tout le temps, en permanence. Si je ne le fais pas, là, j'ai perdu le train. Donc il faut avoir cet état d'esprit. Si ça vous correspond, franchement, n'hésitez pas, il faut foncer. Je pense qu'on est en plein boom, on recrute à fond sur tout type de poste et pas que des développeurs. Merci. Ouais, je veux juste rebondir. En fait, j'ai trouvé la réponse à la question. Non, mais en fait, Inti disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure, que Romain vient aussi de réappuyer indirectement. C'est que c'est un nouvel écosystème et qu'il y a une nouvelle techno qui redistribue les cartes et qui permet de tout réinventer. Donc, il y a vraiment énormément d'opportunités. Et je ne peux que vous conseiller d'aller explorer ça et vous y trouverez forcément votre compte. Si je peux me permettre, justement, je voudrais ajouter quelque chose qui a été évoqué un peu par tous mes collègues ici. Ne négligez pas en fait votre empreinte numérique. C'est quelque chose qui commence à se voir. Il y a énormément de cabinets de recrutement aussi, des écoles aussi. On va voir quel est votre engagement dans le système. Les Web3, c'est la décentralisation, c'est la prise de pouvoir, c'est vous-même, vous êtes acteur de vous-même. Et on va pouvoir les prouver cryptographiquement. Quasiment dans tous les événements, vous pouvez récolter des POP, vous pouvez faire des actions, vous pouvez avoir des connexions numériques, etc. Soyez présents, venez récolter des preuves numériques. On va vraiment voir si vous y étiez là. Et puis, on va reconnaître les têtes. Donc, plus vous êtes engagé, plus vous prouvez que vous êtes engagé, plus vous êtes dans la démarche de dire « ne me croyez pas, vérifiez ». Il n'y a pas meilleure façon de percuter, enfin, selon moi. J'appuie à 100% ce que tu dis, et notamment dans le recrutement. Aujourd'hui, dans le Web3, ce qui est ultra positif, c'est qu'on est ultra talent-driven, c'est-à-dire qu'on est focus sur l'expertise, et principalement l'expertise des talents. C'est-à-dire que faire de la veille technologique, c'est super important. Si on a un candidat qui vient du Web 2, qui n'a pas encore forcément des compétences blockchain ou même sur marketing, product, formez-vous. Il y a aujourd'hui des organismes qui sont en train de se monter, qui sont hyper percutants et qui sont accessibles pour se former. L'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de monter en compétences. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Web3, c'est ultra accessible. Il y a des events, il y a des meet-up, il y a des formations. Tout est à disposition. Donc, en fait, il suffit juste de se faire confiance et de traverser ce pont-là pour se retrouver de l'autre côté et derrière, se créer soi-même des opportunités qui peuvent être juste extraordinaires. Parce qu'on peut se retrouver à travailler dans des boîtes qu'on n'aurait jamais imaginé intégrer, parce qu'en fait, on est expert sur un sujet. Aujourd'hui, les boîtes ont supprimé les critères de sélection classiques, la majorité d'entre elles du moins. Moi, je le vois aujourd'hui dans mon secteur d'activité, parce que je travaillais avec des clients avant qui me disaient « alors je veux qu'il soit dans telle zone géographique, je veux pas de télétravail, je veux qu'il ait fait telle école, je veux pas qu'il ait tel salaire, qu'il soit au-dessus de tel salaire ». Aujourd'hui, la majorité des critères sont supprimés. On voit même des clients qui font des enchères sur des candidats qui ne sont même pas dans les mêmes pays, ils ne les ont jamais rencontrés dans la vraie vie, et les candidats ont des salaires qui sont exorbitants. Pourquoi ? Parce que leur expertise est réelle. Donc en fait, la seule chose aujourd'hui qui a de la crédibilité et de la légitimité, c'est l'expertise. Donc, derrière, ça appuie vraiment tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est formez-vous, faites de la veille, tout est accessible, donc n'hésitez pas. Allez, on conclut. En 2 minutes, parce qu'on parlait salaire, et je trouve ça assez intéressant, parce que nous, on a plus de 20 développeurs chez nous. En fait, le salaire, il ne dépend pas de votre nombre d'années d'expérience, il dépend de votre expertise. Et aujourd'hui, chez nous, par exemple, le meilleur développeur, je ne donnerai pas son nom, mais il a 26 ans. Il est extrêmement bon, il développe depuis qu'il a 10 ans. Quand il rentre sur un sujet, il est hyper deep, il est vraiment très très fort. Et donc, son salaire, voilà, forcément, est en conséquence. Donc, il a un excellent salaire à 26 ans, donc il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si vous êtes très bon, si vous êtes hyper à fond dans ce que vous faites, vous pouvez avoir des très très gros salaires, effectivement. C'est combien, du coup, son salaire ?
Tout le monde se pose la question. Non, en gros, les salaires, alors moi, c'est les salaires à Paris, je peux donner les fourchettes, je peux donner son salaire à lui, mais les fourchettes à Paris, ça dépend de ville par ville, mais ça va pour les développeurs, hein, bien évidemment, j'irai entre 50 et 120 000 euros pour les développeurs. Bon, on conclut. Merci à tous. Plus les tokens qui représentent Plus quelque chose de non négligeable quand il y en a. Plus les bonus. Merci à tous d'avoir répondu à toutes ces questions et j'espère que cet échange vous aura apporté des clés de lecture sur les enjeux de formation gaming et Web3. Donc, tous les métiers sont évidemment impactés par le Web3, pas que les métiers de dev. Il y a une formule que vous connaissez certainement tous dans cette salle qui est Dior. Faites vos propres recherches, donc soyez curieux et formez-vous. Je voudrais juste vous mentionner les datas du baromètre du numérique qui est paru le 30 janvier dernier. 9 Français sur 10 sont connectés à Internet et plus d'une personne sur 2 éprouve des difficultés à se passer d'Internet plus d'une journée. Tout ça pour vous dire que le numérique fait partie de nos vies. Aujourd'hui, c'est le Web 3, demain, ce sera le Web 4, etc. etc. On est obligé de suivre ces évolutions technologiques qui, évidemment, bouleversent notre société au sens large. Je l'ai dit en préambule, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours professionnel, quelles que soient nos origines, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre les visions, comprendre les destinations, pour rester libre arbitre de ce vers quoi on veut aller, de ce vers quoi également on veut construire sur le plan et professionnel et personnel. Maintenant, on le sait encore plus depuis la pandémie à quel point tout est intimement lié. Et puis, je vais finir avec une citation, j'aime bien les citations, de Molière dans Amphitryon. Je trouve ça marrant dans une salle de théâtre. Et voilà, je vous laisserai méditer. Écoutez, parce que je l'ai lu 3 fois la phrase. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Voilà, ça ferait un bon sujet de philo au bac. Bonne fin de journée et merci Mehdi Labani au fond pour l'organisation.